Bienvenue au webinaire Utiliser des activités en ligne pour intéresser et mobiliser les jeunes. Je m'appelle Julia Wagner et je suis l'assistant aux projets spéciaux pour les Journées des lieux patrimoniaux du Canada. Je suis heureuse de participer aujourd'hui à partir du territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin et Anishinaabe. Avant de commencer, j'aimerais vous glisser un mot sur la fiducie nationale du Canada. Nous sommes le partenaire principal des Journées des lieux patrimoniaux du Canada et nous sommes ravis de travailler avec notre collègue de Parks Canada pour que l'événement soit le plus réussi possible. Les Journées des lieux patrimoniaux sont vraiment le partenariat préféré pour la fiducie et Parks Canada, car nous nous soucions tous deux avec passion de célébrer les lieux patrimoniaux et plus important encore, de relier un public plus large à ces lieux qui comptent pour nous tous. Pour la fiducie, les Journées des lieux patrimoniaux du Canada font partie d'une série de programmes, y compris Launchpad, Regeneration Works et notre conférence annuelle, qui sont tous conçus collectivement pour aider à renforcer et à soutenir les personnes et les organisations qui s'occupent de garder ouverts et à la disposition du public ces lieux magnifiques. Ce webinaire est présenté par le Conseil consultatif des jeunes pour les Journées des lieux patrimoniaux du Canada. Nous sommes très reconnaissants envers nos collègues qui donnent de leur temps pour partager leurs expériences professionnelles et aider à ajouter une perspective jeunesse à l'événement. Donc, l'une des façons dont la fiducie nationale met en valeur et célèbre les lieux historiques à travers le Canada est par des Journées des lieux patrimoniaux du Canada. Certains d'entre vous ont peut-être déjà participé à cet événement annuel parce que c'est organisé pour la 5e fois cette année pendant tout le mois de juillet. Les Journées des lieux patrimoniaux visent à augmenter les visites de lieux historiques virtuels ou en personne selon vos directives locales en matière de santé publique. Certains sites peuvent ne pas être ouverts au public, mais en participant aux Journées des lieux patrimoniaux, les visiteurs peuvent toujours profiter de votre site grâce à des expériences virtuelles et planifier de futures rencontres en personne. En tant que tel, c'est votre opportunité de connecter votre site à une campagne de marketing nationale et à un public plus large pour faire connaître votre endroit spécial et susciter des liens significatifs avec les Canadiens. Que vous organisiez un événement en personne ou en ligne, il est important d'utiliser des plateformes en ligne accessibles, des médias sociaux et des outils promotionnels pour attirer et engager les membres du public. Pour de nombreux lieux historiques, engager les jeunes peut être difficile, mais avec une forte présence en ligne, les lieux historiques ont de meilleures chances d'attirer les jeunes passionnés du patrimoine. L'an dernier, plus de 477 lieux patrimoniaux ont participé à la Journée des lieux patrimoniaux du Canada. 2 millions d'impressions ont été faites par les médias et 4,6 millions de Canadiens ont été rejoints uniquement par les médias sociaux. Un concours de cadeaux et de selfies ainsi qu'une fonctionnalité ajoutée sur le site web des Journées des lieux patrimoniaux du Canada appelée liste de visites a fourni un enthousiasme supplémentaire et un engagement virtuel. Les listes de visites est une fonctionnalité qui donnait aux Canadiens la possibilité de créer différentes listes thématiques de lieux historiques qu'ils souhaitent visiter ou qu'ils ont visité. Ces concours et fonctionnalités se poursuivront cette année. Voici quelques exemples de médias sociaux des Journées des lieux patrimoniaux passés créés par des organisations avec lesquelles nous sommes associés. Catherine et Irene reviendraient plus en détail plus tard dans la présentation pour montrer diverses manières dont les différents lieux historiques ont spécifiquement fait campagne pour les Journées des lieux patrimoniaux et les différents événements virtuels qu'ils ont organisés. À l'ère numérique, les médias sociaux et le marketing virtuel sont des outils précieux pour capter et retenir l'attention des Canadiens, en particulier celle des jeunes générations. Dans le webinaire suivant, nous vous
fournirons quelques trucs et astuces qui vous aideront à faire de la publicité et à réaliser un événement virtuel ou non, afin que vous puissiez mettre en lumière votre lieu historique. Je vais maintenant céder la parole à Catherine, une jeune ambassadrice de Parks Canada, qui discuterait de ce qui motive les jeunes lorsqu'il s'agit de se connecter virtuellement avec des lieux historiques. Merci pour l'introduction, Julia. Alors, si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous voulez savoir comment créer un événement qui va intéresser les jeunes. Dans quelques minutes, Irene va expliquer certaines des technologies que vous pouvez utiliser pour créer ces événements, mais nous allons d'abord parler des jeunes que vous essayez d'attirer. Comprendre leur motivation jettera les bases pour l'organisation de vos événements, vous aidera à forger des idées sur des thèmes ou des sujets intéressants et peut-être même vous aidera à mieux comprendre comment développer votre adhésion, votre taux de fréquentation ou encore le nombre de bénévoles jeunesse qui s'impliqueront auprès de votre organisation à long terme. On a deux motivations principales que je vais diviser en sous-catégories. Premièrement, on a l'intérêt personnel et deuxièmement, l'intérêt professionnel. Les sous-catégories comprennent les expériences, la communauté, le réseautage et la marque. Tout ça va être inclus dans une fiche de conseil que la Fiducie nationale va envoyer après la présentation. Alors allons-y. La première motivation est assez claire. Les jeunes ont une véritable curiosité pour l'histoire et les lieux historiques en général. Pas tous, bien sûr, mais ceux qui le font sont prêts à s'engager avec votre organisation. Ils aiment comprendre le passé. Vient ensuite les expériences. Les jeunes les considèrent comme une monnaie courante. C'est particulièrement important à garder à l'esprit en ce moment pendant la pandémie parce que de nombreuses autres activités et d'autres événements ont été rendus impossibles à participer. Ça s'applique également fortement aux jeunes familles avec enfants qui veulent leur apprendre l'histoire tout en les divertissant. La motivation suivante, c'est la communauté. L'histoire étant un sujet assez précis parmi les adolescents et les jeunes adultes, vous pouvez vous attendre à trouver des personnes qui aiment en apprendre davantage sur le passé et qui font tout leur possible pour rejoindre des clubs, des sociétés ou même des pages sur les médias sociaux pour rencontrer et échanger avec d'autres personnes qui ont des intérêts similaires. Cela nous amène à notre deuxième motivation, l'intérêt professionnel. Alors que beaucoup d'entre nous commencent leur carrière, nous ferons tout notre possible pour trouver des conseils ou des leçons qui, selon nous, peuvent nous mettre sur la bonne voie. Nous voulons établir des liens personnels qui pourraient un jour offrir des opportunités de carrière et apprendre le parcours de carrière des autres et les transformer en intérêts professionnels. Bien sûr, les jeunes sont célèbres pour se soucier de l'image qu'ils projettent. Ils le font en partageant du contenu, généralement sur les réseaux sociaux, qui leur donnent une belle apparence et une reconnaissance de faire quelque chose que d'autres pourraient juger impressionnant d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être pour faire des progrès professionnels, même si pour beaucoup, c'est leur principal moyen de s'exprimer et de partager leurs intérêts. Et enfin, comme dernière motivation, on a l'exclusivité. Les jeunes aiment les choses secrètes ou limitées. Qu'il s'agisse d'un événement réservé aux membres ou d'un accès à une personne ou à un lieu qui serait autrement difficile à atteindre, les jeunes aiment se sentir comme s'ils recevaient un traitement spécial et exclusif. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi c'est important tout ça. Si vous souhaitez organiser un événement attrayant et intéressant pour les jeunes adultes et peut-être même pour les générations encore plus jeunes, vous devez vous assurer que vous alimentez ces motivations clés-là. Cela s'applique autant aux événements en personne qu'aux événements en ligne. Maintenant, dans un instant, mes collègues vont expliquer comment ces événements s'emboîtent et vous donner des exemples d'événements qui correspondent à chacune de ces motivations, tout en faisant progresser vos propres objectifs organisationnels. Mais d'abord, Irene, une membre du conseil du Architectural Conservancy of Ontario et ancienne organisatrice des Journées des lieux patrimoniaux du Canada, va vous passer quelques minutes pour présenter certaines des technologies que vous pourriez envisager d'utiliser lors de l'organisation d'un événement pour les jeunes. Merci beaucoup, Catherine. Alors maintenant que vous comprenez pourquoi les jeunes pourraient être intéressés à participer à votre événement, parlons de la planification d'un événement.
Passons en revue les options de la plateforme et regardons celle qui convient le mieux à votre événement. À l'heure actuelle, vous assistez probablement à des réunions et à des événements virtuels et connaissez les plateformes les plus populaires. Ici, j'ai énuméré les plateformes dont je vais discuter plus en détail. Gardez à l'esprit que votre première étape devrait être de vérifier auprès de votre organisation si vous payez déjà pour un compte sur une plateforme d'hébergement d'événements. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, des options gratuites sont également disponibles. Le site d'hébergement le plus populaire de 2021 est Zoom. Le compte gratuit vous permet de rencontrer jusqu'à 100 personnes pendant 40 minutes. L'option payante peut vous permettre de rencontrer jusqu'à 100 personnes pendant 30 heures. Il vous permet d'utiliser la vidéo, de partager votre écran, d'utiliser la boîte de discussion. Vous pourrez rendre votre événement privé en ajoutant un mot de passe si vous le souhaitez. Zoom ne nécessite aucun téléchargement spécial. Si votre organisation n'a pas de compte Zoom payant et que vous ne voulez pas être réduit à discuter pendant 40 minutes, vous pouvez envisager d'utiliser Google Meet. De même, vous pouvez héberger jusqu'à 100 personnes gratuitement, mais jusqu'à 24 heures. Google Meet possède la plupart des mêmes fonctionnalités de base de Zoom. Alors que Zoom et Google Meet sont idéaux pour une utilisation sur un ordinateur, Instagram et Facebook Live sont idéaux pour le téléphone. Les deux comptes nécessitant que vous vous connectez avec un compte Instagram ou Facebook et vos abonnés recevront une notification lorsque vous serez en direct. Les deux ont des limites de diffusion en direct de 4 heures. Vous avez la possibilité d'enregistrer la diffusion en direct sur votre page pour la partager avec vos abonnés par la suite. Alors, laquelle de ces plateformes choisir? Tout d'abord, examinez le type d'événement que vous organisez pour déterminer si vous souhaitez utiliser une plateforme sur ordinateur ou mobile. Si vous attendez à votre asseoir pour l'événement ou si vous voulez un temps plus sérieux, vous pouvez choisir une plateforme sur ordinateur comme Zoom ou Google Meet. Les plateformes sur ordinateur obtiennent généralement un taux de participants plus élevé car elles sont plus faciles à promouvoir étant donné que les événements ont un lien et une heure spécifique que les gens peuvent ajouter à leur calendrier. De plus, vous pouvez facilement faire parler plusieurs personnes différentes lors de l'événement. Ça facilite donc les événements collaboratifs. Les plateformes mobiles, en revanche, sont idéales pour les événements où vous serez en déplacement, comme vous promenez et visitez votre site. Cela peut parfois être plus difficile à planifier car vous ne pouvez pas envoyer un lien spécifique pour la réunion comme vous le ferez avec Zoom. Cependant, vous pouvez toujours promouvoir votre événement à l'avance et vos abonnés seraient informés de votre mise en direct, ce qui signifie que vous pourriez attirer un public au moment de votre diffusion. En plus, vous aurez du contenu que vous pourrez partager par la suite et l'enregistrement de la vidéo obtient souvent beaucoup plus de succès que l'événement original. Il faut garder en tête que les jeunes utilisent généralement plus Instagram que Facebook. Vous toucherez probablement une plus grande proportion de jeunes sur Instagram et cela vaut également pour la promotion.
Cependant, vous devrez jeter un œil au nombre d'abonnés que vous avez sur chaque page pour voir ce qui a du sens pour votre organisation. Et maintenant, la promotion. Vous avez donc choisi votre plateforme et votre événement. Maintenant, il faut le partager. Tout d'abord, vous allez créer du matériel promotionnel de base que vous pourrez utiliser pour partager sur votre plateforme. Ensuite, nous parlerons de la mise en place d'une page d'inscription à un événement pour Eventbrite. Enfin, nous verrons comment promouvoir efficacement cela auprès de votre public. Tout d'abord, vous allez vouloir attirer l'attention des gens et leur expliquer les bases de votre événement avec un bon visuel. Je vous recommande d'utiliser Canva pour créer des visuels simples et cohérents que vous pouvez placer sur vos réseaux sociaux, vos infolettres et partout où vous souhaitez promouvoir votre événement. Canva est un site web de conception graphique gratuit qui est très simple à utiliser et qui fournit les modèles préformatés pour toutes les tailles dont vous pourriez avoir besoin, comme une publication Facebook, une story Instagram ou une bannière de courriel. Je recommande d'utiliser une photo intéressante et du texte en gras avec le titre de l'événement, l'heure et la date. Le reste des informations doit figurer dans la légende ou dans le sous-titre de la manière dont vous en faites la promotion. Évitez de copier les hyperliens puisqu'ils peuvent être placés dans la légende. Et voici des exemples. Une fois que vous avez vos visuels, il est temps de créer une page de destination ou ce qu'on appelle en anglais une landing page. C'est un lien où votre public peut venir s'informer sur votre événement, s'y inscrire ou savoir comment y assister. Vous avez peut-être déjà configuré une page web pour ça, tout comme la fiducie nationale, comme vous pouvez le voir sur cette image. Cela vous donne un endroit pour mettre le lien de l'événement et c'est un moyen de le partager via des promotions sur les réseaux sociaux ou autres. Vous pouvez envisager d'utiliser Eventbrite, une autre plateforme gratuite pour servir de landing page pour votre événement. Lors de la promotion de l'événement, vous enverrez les personnes qui souhaitent l'inscrire sur cette page Eventbrite pour effectuer leur inscription. Un rappel et un lien seront alors automatiquement ajoutés à leur calendrier et Eventbrite enverra un rappel la veille et 10 minutes avant. Vous pouvez également suivre le nombre de personnes qui se sont inscrites à votre événement. Pour Eventbrite, vous devez créer une visuel de bannière de dimensions que vous pouvez voir sur votre écran. L'autre avantage d'utiliser Eventbrite est qu'il rappellera à vos invités votre événement. Si vous utilisez la version gratuite de Zoom ou de Google Meet, vous remarquez qu'il n'y a pas un moyen simple d'envoyer une notification de calendrier pour rappeler aux personnes qui souhaitaient assister à des événements. Elles doivent simplement la saisir elles-mêmes dans leur calendrier. Alors maintenant, il est temps de faire connaître votre événement, de faire sa promotion. Le premier endroit pour le partage, c'est dans toutes les communications électroniques régulières que vous avez avec votre communauté, comme une infolettre par exemple. Dans cette infolettre,
Fournissez une brève description, la date et l'heure et le lien vers votre page Eventbrite, vers le lien Zoom ou vers votre compte de réseau social si vous passez en direct. Cet email devrait être envoyé environ une semaine avant votre événement. Ensuite, vous voudrez en faire la publicité sur votre compte de médias sociaux. La première chose à retenir est que vous ne pouvez pas mettre un lien hypertexte dans une image ou dans la légende de votre message. Si vous souhaitez partager un lien, vous devrez le mettre dans votre biographie en allant sur Modifier le profil et ajoutant le lien de l'événement en tant que l'URL. Oh non. Ajoutez l'URL de votre page de destination ou Eventbrite. Ensuite, publiez votre message environ une semaine avant l'événement en indiquant à vos abonnés qu'ils peuvent s'inscrire via le lien dans votre biographie. Et dans les jours qui ont précédé l'événement, mettez en place une histoire leur rappelant l'événement. Vous pouvez également publier sur Facebook ou Twitter, mais vous aurez le plus de portée parmi les jeunes sur Instagram. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de TikTok. Bien que cela puisse être un outil que vous utilisez pour faire connaître votre site aux jeunes dans son ensemble, ce n'est pas un excellent outil pour la promotion d'un événement car il n'y a aucun moyen d'envoyer le lien ou de faire s'inscrire quelqu'un à votre événement. Nous allons donc maintenant faire une pause au niveau de la technologie et voir comment choisir un style et un sujet d'événement qui intéressent les jeunes pour vous aider à atteindre vos propres objectifs organisationnels. OK, Julia? Alors, en utilisant les informations qu'Irene a partagées concernant les plateformes de médias sociaux et la promotion de votre site, il est important de réfléchir au type d'événement que vous organisez. Comment cet événement virtuel vous aidera-t-il à étendre les objectifs de votre organisation? Et comment cet événement va susciter l'intérêt pour votre lieu historique et son histoire? Lors de la planification d'un événement, il est important de penser aux motivations des jeunes mentionnés précédemment, l'intérêt personnel et ou le professionnel qu'ils peuvent avoir. Partager une histoire intéressante sur votre site est un excellent moyen d'éveiller la curiosité et peut se faire par le biais de quelque chose d'aussi petit qu'une histoire ou qu'une publication Instagram, ou quelque chose de plus approfondi et informatif comme un webinaire ou un événement en direct. Et avec ce nouvel accent mis sur les médias sociaux, les expériences exclusives et en coulisses sont offertes à votre public. Utilisez leur désir d'exclusivité pour leur donner un aperçu spécial de quelque chose qui n'est généralement pas pour les visiteurs ou quelque chose qui est négligé. Vous pouvez faire une visite virtuelle des coulisses de votre site historique ou de votre musée et leur montrer des zones interdites, si possible, comme la salle de stockage d'artefacts, ou de petits détails sur un bâtiment historique que les gens pourraient généralement manquer. Ou encore présenter un artefact particulier qui n'a jamais été vu auparavant ou qui raconte une histoire intéressante sur les réseaux sociaux. Semblable à ce que vous pourriez faire pour des événements en personne, enseigner une compétence par le biais de webinaires ou de diffusion en direct Facebook et Instagram est un excellent moyen d'engager votre public. Le partage d'anciennes recettes de connaissances sur le jardinage ou sur l'utilisation d'un artefact mystérieux peut susciter l'intérêt pour votre site et ce qu'il a à offrir. La création de publications sur les réseaux sociaux ou d'événements virtuels étoilants et intéressants rendrait les gens
enthousiastes à propos de votre site. Ils désireront alors le visiter en personne quand ils seraient sûrs de le faire et souhaiteront suivre vos pages de réseaux sociaux pour obtenir du contenu intéressant. Les événements virtuels aident à susciter l'intérêt pour votre site historique, mais ils aident également à développer votre marque et votre communauté. Les médias sociaux aident votre public à grandir en exposant votre site à des personnes d'une nation à l'autre. Vous souhaitez peut-être développer la notoriété de votre marque. Ici, vous allez réfléchir à 3 motivations: la communauté, le réseautage et la marque. Vous voulez vraiment montrer à votre public que vous n'êtes pas seulement un nom ou un compte de réseau social, mais de vraies personnes qui dirigent une organisation qui veut s'engager avec eux. Cela peut signifier organiser une interview en direct avec un membre senior du personnel sur la gestion du site historique ou demander à un expert de discuter de son cheminement de carrière et d'autres conseils liés à son emploi. Ici, vous pouvez utiliser pleinement les fonctionnalités de questions et réponses sur les webinaires pour permettre aux jeunes de s'impliquer et de poser des questions ou leur donner l'opportunité de partager leur propre expérience. Si les webinaires sont plus que ce à quoi vous souhaitez vous engager, vous pouvez planifier une série Instagram qui comprend des segments interactifs comme des sondages si vous souhaitez faire ça plus simple. Si vous souhaitez attirer des bénévoles, vous pouvez mettre en évidence le travail fait par vos bénévoles sur vos pages de médias sociaux et les interviewer sur la façon dont ils sont devenus bénévoles, s'ils aiment faire du bénévolat sur votre site et leur histoire historique préférée. Avec la pandémie, la Journée des lieux patrimoniaux du Canada est devenue virtuelle l'été dernier et a invité les sites historiques à célébrer virtuellement à travers les plateformes mentionnées. Cet été, nous adoptons une approche similaire. Nous sommes donc en mesure de revenir sur l'été dernier pour des exemples d'événements en ligne et sur la façon d'engager avec succès votre public en ligne. Indépendamment des réglementations provinciales en matière de santé et de sécurité, l'adoption d'une forme de présence sur les réseaux sociaux et d'événements en ligne est un excellent moyen de créer un public et d'exposer votre site canadien de partout. Temporairement fermé l'été dernier en raison de la COVID, le musée du comté de Huron a adopté la Journée des lieux historiques du Canada en passant en virtuel et a offert des éléments virtuels en coulisses pour engager le public. Utilisant plusieurs plateformes, le musée du comté de Huron a effectué des diffusions en direct sur Facebook et Instagram pour une visite en avant-première du site historique. De plus, une séance de questions-réponses en ligne avec le conservateur de l'intérieur de la prison qui s'est tenue sur Zoom. Cette séance de questions-réponses était l'occasion de poser des questions amusantes telles que la prison est-elle hantée? Quelqu'un s'est-il déjà échappé? Parler avec le conservateur pourrait ouvrir davantage de questions professionnelles de carrière. Des événements virtuels ont eu lieu plusieurs fois au cours de la journée, donc si vous ne pouviez pas vous y rendre, vous pouviez le voir plus tard dans la journée. J'ai pensé qu'il serait peut-être bon de consulter les comptes de médias sociaux du musée de comté de Huron, car il dispose de plusieurs plateformes qui lui permettent d'étendre un public plus large. De plus, en tant que personne qui a consulté ce profil et qui a découvert ce site il n'y a pas si longtemps, j'ai trouvé le compte Instagram très instructif, intéressant et amusant, avec ses histoires et ses messages pertinents. Ils font également un excellent travail de promotion d'événements et de partenariat au sein de la communauté. J'ai mis en évidence quelques éléments réussis sur leur compte Instagram, mais ils utilisent également Facebook, Twitter et YouTube. Voici quelques d'autres événements en ligne à succès qui ont eu lieu l'été dernier. En premier, chaque mercredi de juillet, Roadhouse a partagé une vidéo éducative de sa cuisine historique. Vêtue d'un costume approprié d'époque, l'étudiant d'été a enseigné aux téléspectateurs la cuisine, la lessive et d'autres aspects de la vie domestique à la fin du 19e
siècle et au début du 20e siècle en utilisant Instagram et Facebook. En deuxième, la visite de la maison et du jardin du site sera traditionnellement une visite en personne et un événement de collecte de fonds. Mais en raison de COVID-19, le Mayon Bay Museum a voulu partager la beauté de son site gratuitement. Disponible à regarder sur Facebook et YouTube, la vidéo est disponible après le jour de lancement à chaque fois que vous avez besoin d'un moment de détente pour vous rappeler que le soleil peut briller et que Mahone Bay et ses environs sont un endroit magnifique. Finalement, utilisant la Journée des lieux historiques du Canada comme plateforme de promotion et accueillant des événements virtuels, le Dr. Sun Yat-sen Classical Chinese Garden a organisé des cours virtuels de yoga, de tai chi, de méditation et de kung fu sur Zoom. Pour cet événement, je pense qu'il fallait acheter un forfait de cours et que vous pouviez ensuite profiter de la tranquillité du World's Top City Garden, nominé par National Geographic en 2011. Le jardin chinois classique est magnifique et pour beaucoup de gens, un voyage rapide à Vancouver sans parler pendant la pandémie actuelle n'est pas super accessible. Alors l'opportunité de profiter de ce site et de bien d'autres est très excitante pour les Canadiens. Catherine parlerait ensuite de l'accessibilité numérique et de l'organisation d'événements hybrides. Merci, Julia. Maintenant que nous avons eu l'occasion de parler de la façon dont nous pouvons héberger et promouvoir des événements virtuellement, j'aimerais prendre le temps de discuter de la façon dont nous pouvons nous assurer que ce contenu numérique est accessible à tous. L'accessibilité numérique, c'est-à-dire l'accessibilité en ligne, permet à tous de pouvoir découvrir votre contenu en supprimant les obstacles à l'accès. Aujourd'hui, je parle d'accessibilité principalement en ce qui concerne le handicap. Cela étant dit, l'accessibilité numérique rend également votre contenu plus accessible financièrement et linguistiquement. Cette accessibilité doit commencer par votre matériel promotionnel. Je noterai également que ces conseils peuvent et doivent être utilisés pour tout contenu non promotionnel que votre site publie. Si vous incluez des images ou des vidéos dans vos publications sur les réseaux sociaux, sur vos diapositives, si vous préparez un diaporama par exemple, ou dans un email ou une infolettre, l'ajout de textes alternatifs et de descriptions d'images permettra aux personnes aveugles ou malvoyantes de profiter de votre visuel. Le texte alternatif décrit l'image que vous partagez. Il n'est pas visible pour les téléspectateurs ou le public, mais sera lu à voix haute par un lecteur d'écran si celui-ci est utilisé. Ce texte peut être ajouté aux publications sur les réseaux sociaux avant ou après la publication et peut être intégré dans les documents pendant la phase d'édition. La plupart des plateformes de médias sociaux ont des guides d'accessibilité en ligne qui peuvent vous indiquer comment écrire du texte alternatif dans leur application ou leur site web. Les descriptions d'images décrivent de la même manière le contenu d'une image ou d'une vidéo. Ils sont ajoutés au message dans la section légende ou commentaires. Le texte alternatif et les descriptions d'images peuvent être aussi détaillés que vous le souhaitez, mais vous devez vous assurer d'inclure tout texte qui se trouve dans l'image afin que ceux qui utilisent les descriptions puissent observer les mêmes informations qu'ils le feraient s'ils pouvaient voir l'image. Le sous-titrage de votre contenu vidéo permet aux personnes sourdes ou malentendantes de l'apprécier et de le comprendre. De nombreuses plateformes de médias sociaux, dont YouTube et Facebook, ont intégré des outils de sous-titrage. Il existe également de nombreux sites web et applications qui peuvent vous aider à sous-titrer vous-même des vidéos. En plus de rendre votre contenu accessible à ceux qui ne peuvent pas l'entendre, il a été prouvé que le sous-titrage des vidéos augmenterait l'engagement des publications pour tous les publics. Pendant que nous parlons de contenu vidéo, c'est aussi une bonne idée de décrire à haute voix ce qui se passe dans votre vidéo. Cela peut être aussi simple que de vous présenter ainsi que votre emplacement au début d'un clip et de mentionner tout élément important que vous pouvez afficher, tel qu'un artefact que vous tenez. Ce faisant, vous permettez aux personnes malvoyantes de mieux comprendre votre contenu. Ces méthodes aident à éliminer toutes les barrières inhérentes à votre contenu numérique, mais vous pouvez également travailler pour améliorer le contenu lui-même. Nous allons maintenant prendre une seconde pour voir comment nous pouvons optimiser les images comme celles que vous partagez peut-être pour l'accessibilité.
Sur l'écran, vous pouvez voir deux versions du même message. L'image de gauche a un fond bleu clair avec un titre légèrement plus foncé qui indique « Contenu accessible ». Au centre du graphique se trouve une image du symbole d'accessibilité sur un panneau. Dans 3 zones de texte à différents angles, le texte noir indique « Sous-titrer vos vidéos »,« Inclure des descriptions d'images »,« Éviter que le texte ne chevauche les images ». Ce graphique est assez inaccessible. Le texte a un très faible contraste avec l'arrière-plan, est dispersé sur l'écran et chevauche l'image, ce qui le rend difficile à lire. L'image de droite partage la même information. Cependant, le texte blanc utilisé ressort beaucoup plus clairement sur le fond bleu foncé et le texte est aligné à droite et disposé en puce. Ce style de texte est non seulement plus facile à voir, mais aussi plus facile à lire pour les personnes ayant des troubles d'apprentissage. L'image est également plus claire en raison de l'absence de chevauchement de texte. Et là, c'est probablement une erreur de mise en page. Normalement, on serait censé voir le contenu accessible, bien lisible. Voici quelques éléments clés à retenir lors de la conception des graphiques pour vos promotions. Utilisez des couleurs à contraste élevé pour le texte. Vous pouvez même utiliser des contrôleurs de contraste sur Internet pour vous assurer que les couleurs que vous choisissez sont suffisamment différentes pour être faciles à lire. Minimisez les quantités de texte à l'écran en vous assurant qu'il est aligné à droite et divisé en puces ou en paragraphes plus petits lorsque cela est possible. Et en choisissant des images claires qui ne sont pas chevauchées par du texte, bien sûr. Maintenant que nous avons vu comment rendre vos promotions accessibles, parlons de la façon de s'assurer que vos événements en ligne le sont également. Une première étape importante à cet égard est de permettre aux participants de soumettre des exigences d'accessibilité à l'avance, afin que vous puissiez vous assurer que leurs besoins sont satisfaits. Cela peut ressembler à une case dans votre formulaire d'inscription qui vous demande tout simplement comment rendre l'événement le mieux accessible aux participants qui s'inscrivent, ou même simplement à inclure les coordonnées d'une personne sur votre site que les participants peuvent contacter s'ils ont des demandes d'accessibilité. Choisir des plateformes accessibles sur lesquelles organiser vos événements est également important. Zoom et Microsoft Teams sont 2 plateformes de visioconférence qui permettent le sous-titrage en direct pour les participants sourds ou malentendants et sont accessibles par lecteur d'écran. Si vous diffusez en direct, Facebook vous permet désormais d'avoir un sous-titrage s'il est configuré à l'avance. Et je pense qu'Instagram travaille vers un système similaire, si ce n'est pas déjà fait. Offrir plusieurs modes de participation au sein de vos événements, si vous espérez qu'ils soient interactifs, donne aux participants plus de moyens de s'engager sans les limiter à ceux qui peuvent être inaccessibles. Ça pourrait ressembler à inviter des questions ou des commentaires dans le fil de discussion, ainsi qu'à offrir aux participants la possibilité de partager leurs éléments de réponse. Comme pour tout, la pratique fait progresser. Je vous recommande donc de prendre le temps de vous entraîner avec la plateforme que vous choisirez avant votre événement. Pendant que vous le faites, vérifiez que tout logiciel d'accessibilité, comme le sous-titrage en direct, est activé et fonctionne, que votre audio a le moins de retours de son possible pour le rendre plus facile à entendre et que votre visage, si vous êtes à l'écran, est clairement visible et bien allumé pour rendre vos lèvres et vos expressions plus faciles à lire. Ceci a été un très bref aperçu de l'accessibilité numérique et je vous encourage fortement à utiliser certaines des multiples ressources disponibles en ligne pour approfondir votre compréhension et rendre votre contenu plus accessible. Je vous invite également à écouter et à travailler avec les personnes handicapées travaillant dans le domaine du patrimoine et au sein de votre communauté pour aider à rendre votre site et son contenu aussi accessible que possible, bien sûr. Alors que nous entrons dans une période de réouverture ou de semi-réouverture selon l'endroit où vous vous trouvez et le moment où vous regardez cela, le potentiel d'avoir des événements en personne augmente. Ça ne signifie pas que nous devons arrêter de faire des événements en ligne, bien au contraire. Nous aimerions également vous rappeler d'être au courant et de suivre vos directives sanitaires locales lorsqu'il s'agit d'événements en personne.
Les événements hybrides qui intègrent à la fois des éléments en personne et en ligne peuvent aider à augmenter votre engagement. Ils rendent également vos événements en personne plus accessibles à ceux qui ne pourraient pas participer sur place. Voici quelques façons de rendre vos événements hybrides. L'une des plus simples serait d'enregistrer et de publier l'événement ou une partie de l'événement. Vous pouvez également diffuser en direct une partie importante de l'événement, comme une démonstration ou une présentation ludique et interactive. Une autre façon qui correspond à nos raisons pour la section d'engagement serait de partager du contenu en coulisses pour votre événement, sur votre événement. Cela pourrait inclure quelque chose comme la façon dont vous configurez votre événement ou comment un élément particulier de celui-ci est exécuté. Je vais maintenant céder finalement la parole à Julia pour qu'elle vous en dise un peu plus sur les ressources qui sont à votre disposition. Merci, Catherine. Voilà qui conclut notre webinaire sur l'utilisation des événements en ligne pour engager et attirer les jeunes. Si vous souhaitez accéder à des ressources supplémentaires pour aider à promouvoir votre lieu patrimonial et votre participation en Journée des lieux patrimoniaux du Canada, vous pouvez trouver des logos, des affiches, des trousses d'outils, des webinaires, des vidéos et des informations sur les concours sur le site web des Journées des lieux patrimoniaux du Canada. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'un d'entre nous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le webinaire. Nous espérons que les informations que nous vous avons fournies vous ont aidé à vous sentir équipé et prêt à organiser un événement en ligne et à vous engager avec les jeunes pour continuer à mettre en valeur et à célébrer les lieux historiques à travers le Canada. Merci.